Alors aujourd'hui, je vais terminer avec vous le cours des notions d'économie de la santé et on terminera avec l'assurance maladie. On va voir ces deux parties en même temps. Concernant l'économie de la santé. Bon, est-ce qu'on peut parler d'économie dans le domaine de la santé? Sûrement oui, puisqu'on a plusieurs fois dit que la santé a un coût et qu'on devrait atteindre nos objectifs avec le moindre coût. Donc il y a sûrement des règles d'économie pour la santé. C'est l'économie de la santé. Mais la question se pose, est-ce qu'on peut considérer le domaine de la santé comme un marché classique? Alors pas du tout. En effet, le marché des soins est un marché particulier et spécifique. En effet, le marché des soins se distingue d'un marché classique par plusieurs points. Il s'agit, d'une activité non programmable, qu'on ne peut pas programmer, c'est pas comme dans le marché classique. 2. La demande de soins est imprévisible. Donc, ça rejoint en quelque sorte le premier point. 3. L'accès au marché est réglementé du côté de l'offre, puisque ne peuvent offrir des services que des personnes diplômées et qualifiées et avec un numerus clausus. Le numerus clausus, cela veut dire que le nombre de médecins est régulé, le nombre de pharmaciens est régulé, donc on ne peut pas, donc l'offre n'est pas tout à fait libre, tout à fait donc libre et sans règles et sans plafond. Quatrièmement, le patient, le consommateur, n'est pas indépendant dans le choix de la quantité et de la qualité des soins prescrits. Il ne choisit pas le bien qu'il va acheter. Aussi, il existe une réglementation des prix de soins. Les prix sont fixés de manière conventionnelle. Et la prise en charge des soins est souvent socialisée avec une couverture sociale, qu'on va voir après. Tout cela donc fait que le marché des soins n'est pas un marché classique, et donc c'est un marché très particulier puisqu'il s'intéresse à la santé des individus. Il y a des mécanismes régulateurs. Du côté des professionnels de santé, une obligation professionnelle, le professionnalisme, une obligation éthique et une obligation de responsabilité personnelle. Et aussi, il y a une régulation du côté des organismes d'assurance maladie, mise en œuvre des modalités et sélection de sélection et de contrôle, c'est-à-dire que les organismes d'assurance vont donc moduler les modalités de sélection des personnes qui vont être assurées et contrôler cette procédure d'assurance. L'économie de la santé est la méthode qui permet de faire des économies dans le domaine de la santé. Bien sûr, quand on dit faire des économies dans le domaine de la santé, ce n'est pas aux dépens de la santé. Le déséquilibre des budgets sociaux liés à la crise économique, surtout qu'on vit actuellement en Tunisie, et à la croissance des dépenses sociales, impose la maîtrise des dépenses sociales et notamment de la santé, et on parle de maîtrise. Donc, marier la diminution des coûts et l'atteinte des objectifs.
La notion de coût de la maladie. Ce concept prend en compte les conséquences globales de la maladie sur l'individu et la société. Individu et société. Il y a 3 types de coûts. Les coûts directs, les coûts indirects et les coûts intangibles. Les coûts directs, il y a des coûts médicaux et des coûts non médicaux. Pour les coûts médicaux, ce sont bien sûr les médicaments, les ressources médicales, toutes les ressources médicales, hospitalisation, consultation, visite médicale, examen de laboratoire, exploration, traitement. Et il y a les coûts non médicaux, qui sont transport du patient, aide à domicile, soins fournis par des bénévoles, et tout ça, c'est les coûts directs. Le plus délicat dans le calcul des coûts non médicaux étant la prise en compte du coût d'amortissement des valeurs mobilières et immobilières qui ont servi plus ou moins directement pour les soins aux malades. C'est-à-dire, les valeurs mobilières et immobilières, c'est le matériel et les bâtisses. Donc la construction hospitalière, ces bâtisses et ces matériels ont un amortissement avec le temps. Et cet amortissement compte pour ces coûts donc directs non médicaux. Et cet amortissement est difficile il est difficile à calculer. Exemple, l'hôpital Hedi Chekr, il date depuis, je crois, 1929. Et dernièrement, on a eu des travaux de réparation des différents locaux. Et l'amortissement, c'est la perte de la valeur du local ou du matériel qui, comme tout produit, a un temps de péremption. Et cet amortissement, il est difficilement calculable. Pour les coûts indirects, en un mot, c'est les pertes de productivité. 1. Les arrêts de travail pour le patient, pour l'entourage et pour la société, ça entraîne donc des coûts. Donc, un arrêt de travail pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise va avoir des coûts, va entraîner des conséquences de coûts sur lui, sur son entourage, sur l'entreprise et même sur la société. 2. La perte de temps annexe pour le malade et pour son entourage. Les frais de garde des enfants lorsqu'il est malade, les frais des visites aux patients, les frais des déplacements. Donc tout cela, c'est les coûts indirects. Maintenant, les coûts intangibles. On les appelait ainsi puisqu'ils sont, disons, on ne tend pas à les calculer, ils sont intangibles, pratiquement difficiles à apprécier. Ce sont les pertes du bien-être ou de bien-être du patient et de son entourage. C'est la qualité de la vie, le moral, l'angoisse, les pertes affectives, la souffrance, l'impossibilité de pratiquer des loisirs, etc. Ils sont bien réels, mais sont très difficiles à évaluer en termes monétaires.
Quels sont les déterminants de la consommation médicale? Il y a des déterminants à l'échelle individuelle et des déterminants à l'échelle collective. À l'échelle individuelle, plusieurs facteurs, dont l'âge et le sexe. D'après les études, les hommes consomment moins que les femmes. Et pour l'âge, la consommation médicale, la consommation de soins, elle est élevée à la naissance et diminue jusqu'à l'âge de 10 ans, puis reprend son ascension avec une augmentation au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge. Et surtout, elle est maximale dans les âges extrêmes. Dans les âges extrêmes, donc à la naissance et dans les âges avancés. Le niveau social, on peut dire que les indépendants, les PME, les petites et moyennes entreprises, les commerçants, tels que les commerçants et autres, ce sont des gens qui consomment moins de soins, vu leur état donc un peu limite. L'école blanc, ce qu'on appelle l'école blanc, la grande bourgeoisie, entre parenthèses, ils consomment beaucoup plus que les autres. Et il ne faut pas nier et donc ignorer que le niveau élevé d'urbanisation et de couverture sociale augmente les dépenses, la consommation médicale. À l'échelle collective, il y a des facteurs liés à la demande, des facteurs liés à l'offre et des facteurs liés aux deux. Pour les facteurs liés à la demande, l'augmentation de l'espérance de vie. Si on vit plus longtemps, on demande plus longtemps, plus à être soigné. La généralisation de la couverture sociale, puisque tant qu'on est couvert, on va donc demander plus de soins, on va consommer plus médicalement. La transition épidémiologique, donc le fait d'avoir des maladies non transmissibles qui sont très mortelles, donc de nos jours, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies endocriniennes, cela va augmenter la consommation médicale. Le mécanisme du tiers payant facilite la consommation médicale. L'amélioration du niveau de vie, bien sûr, et la vulgarisation de l'information de santé. Maintenant, surtout dans cette crise de Covid-19, tout le monde, même les non, tout le monde parle du Covid-19, surtout dans les radios et dans les chaînes télévisées, même s'il n'est pas médecin, et même, on a même vu des gens qui prenaient des médicaments miracles ces jours sans être des médecins ou appartenant à la société médicale. Des facteurs liés à l'offre, la démographie médicale, les médecins, le nombre des médecins a augmenté. Donc, l'offre va augmenter, donc la consommation va augmenter. Et les progrès techniques, thérapeutiques et technologiques, les scanners, l'IRM, le PET scan, tout cela va augmenter donc la consommation médicale et c'est des facteurs du côté de l'offre. Maintenant, les facteurs qui sont liés à l'offre et à la demande, c'est la médicalisation des problèmes sociaux. Les IVG, interruption volontaire de la grossesse, bien que c'est un peu ancien, les PMA, la procréation médicalement assistée,
les inadaptations scolaires, la toxicomanie, ce sont des problèmes plutôt sociaux qui sont médicalisés et qui entraînent donc une augmentation de la consommation médicale et qui est donc bien lié à la demande et à l'offre. Qu'appelle-t-on les comptes de la santé? On définit la dépense nationale de santé, DNS, mesure l'ensemble des dépenses consenties par la nation pour couvrir tous les besoins dans le domaine de la santé. C'est la dépense nationale de santé, DNS. Les comptes de santé, CS, sont établis chaque année et fournissent des données détaillées sur chacun des éléments de la DNS, de la dépense nationale de santé. Il y a aussi la dépense courante de santé, la DCS, l'ensemble des versements intervenus durant une année au titre de la santé, des dépenses en capital exclues. Donc, on distingue les dépenses pour les malades, dépenses des soins et de biens médicaux, dépenses d'aide aux malades et dépenses de subventions au système de soins, des aides et des subventions pour les systèmes de soins, les hôpitaux, les institutions hospitalières et les institutions de soins. Les dépenses de prévention, dépenses de la prévention individualisable ou individuelle, et dépenses de la prévention collective. Les dépenses en faveur du système de soins, donc la recherche médicale et pharmaceutique et la formation des professionnels de la santé, médecins, dentistes, pharmaciens et paramédicaux. Et enfin, les dépenses de la gestion générale de la santé, le fonctionnement du ministère de la Santé, et la gestion des prestations de soins par les mutuelles qui sont donc aidées par le ministère de la Santé. Qu'en est-il du financement des dépenses de soins, de la consommation médicale? On a trois financeurs, trois fournisseurs, l'État, les ménages et les caisses de sécurité sociale. En Tunisie, la progression des dépenses de chaque source de financement depuis 1980 a été différente. La croissance des dépenses des ménages et des caisses de sécurité sociale a été rapide et identique, multipliée par 7, alors que le financement par le budget de l'État a enregistré un accroissement inférieur, donc multiplié par 4 seulement. Les dépenses des ménages sont essentiellement effectuées dans le secteur privé des soins, dans 93,5% des cas. Les comptes de la santé générés pour les années 2012-2013 ont démontré que les dépenses totales de santé ont représenté 7,1% du PIB. Les ménages ont financé la part la plus importante, 37,5% des dépenses totales de la santé. Donc les ménages, c'est les habitants, c'est la population. La part de la CNAM a été 34,9%, donc la part de l'assurance maladie. Et la contribution du ministère de la Santé a été d'environ un quart, 26,3%, la moins élevée. Quant aux assurances privées et aux mutuelles, leur contribution a été minime de 1,3%. Il faut dire que les paiements directs des ménages sont jugés trop élevés, essentiellement opérés dans les pharmacies, donc 37% des versements directs
des ménages. On passe à la sécurité sociale et à l'assurance maladie. Par définition, la sécurité sociale, c'est l'organisation collective gérant un ensemble de normes destinées à protéger les membres d'une société contre les divers risques de l'existence, en leur assurant des prestations en espèces et en nature pour leurs besoins. Donc, ce sont des normes qu'on va établir. Le terme de sécurité sociale ou de protection sociale désigne la sécurité du citoyen face aux aléas sociaux tels que le chômage, la maladie, les accidents, la vieillesse, les décès, etc. Les prestations fournies en espèces sont la retraite, l'allocation familiale, telle que l'allocation familiale par nombre d'enfants, les indemnités de couche après un accouchement, les indemnités de maladie, les indemnités de décès et le capital décès. Les prestations fournies en nature concernent la couverture maladie. En Tunisie, dans les années 50, on avait un régime de couverture sociale pour le secteur public. Dans les années 60, le secteur privé a eu sa couverture sociale de façon progressive, donc avec une gestion du risque de la maladie avec la CNSS et la CNRPS. Donc la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale. Les nombreuses mutations connues sur le plan sanitaire, démographique, socio-économique et culturel ont fait qu'une réforme du système d'assurance maladie, RAM, doit être nécessaire et ça a entraîné l'unification en une seule caisse qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM. La couverture maladie en Tunisie avant la réforme, concernant la couverture obligatoire, il y a les régimes légaux, la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale CNRPS, organisme de sécurité sociale tunisien, chargé d'assurer la couverture sociale des fonctionnaires et agents du secteur public. L'affiliation de ces derniers à la CNRPS est obligatoire. La CNRPS, créée en 1975 de la fusion de la Caisse nationale de retraite, qu'on appelait dans le temps la CNR, et de la Caisse de prévoyance sociale, la CPS, toutes deux furent mises sur pied au lendemain de l'indépendance du pays en 1959. Se partageait la retraite pour la première, donc c'est-à-dire la Caisse nationale de retraite, et la couverture de la maladie pour la seconde, c'est-à-dire la Caisse de prévoyance sociale. En 1998, les services de la CREGT, c'est la Caisse de retraite de l'électricité, du gaz et du transport, ont été transférés à la CNRPS. Ça, c'est de l'histoire. Toujours dans la couverture obligatoire, les régimes légaux, donc et dans les régimes légaux, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, en 1960, pour les salariés du secteur agricole et non agricole, artistes, travailleurs tunisiens à l'étranger, travailleurs à faible revenu et les étudiants.
Toujours dans la couverture obligatoire, l'assistance médicale gratuite, ce qu'on appelle l'AMG. Alors, pour les populations indigentes et à revenus limités, il y a l'AMG1 et l'AMG2. L'AMG1, c'est la gratuité totale des soins. C'est une carte de soins valable pour 5 ans. Elle couvre 7,3% de la population, soit 824 482 personnes. Et l'AMG2, c'est des tarifs réduits. La carte de soins valable pour 5 ans, une cotisation annuelle de 10 dinars plus un ticket modérateur couvre donc 17,5% de la population, soit 1 975 459 personnes. Le financement se fait par le budget de l'État et les cartes de soins sont offertes par le ministère de la Santé publique avec les commissions régionales et locales. La couverture complémentaire est constituée par les assurances privées, les mutuelles et les services de médecine d'entreprise. Venons à la réforme du système d'assurance maladie. Devant l'escalade des dépenses de soins, devant la transition épidémiologique et la transition démographique, et ayant comme objectif l'équité sociale, le meilleur accès aux soins et la maîtrise des dépenses, une réflexion sur le système d'assurance maladie a été engagée en 1995 et la réforme a été décidée en 1996 avec la création de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, en 2004. Les principaux axes de la réforme, c'est l'équité sociale, unification des régimes. Il n'y a plus de CNRPS, de CNSS, de tout cela. C'est une unification des régimes. Le nouveau régime touche toutes les catégories sociales avec les mêmes cotisations et les mêmes prestations. Faciliter l'accès aux soins, parce qu'on s'est ouvert sur l'offre privée, sur le domaine privé, c'est l'ouverture sur le domaine privé, sur les institutions médicales privées, les cliniques. Donc, ça donne une proximité, une meilleure disponibilité et, bien sûr, un tiers payant qui assure l'accès à ces structures avec une assurance maladie. Les principaux axes de la réforme sont la maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie, la coordination des soins, c'est fidéliser les malades auprès d'un médecin de famille de leur choix qui prodiguera les soins primaires nécessaires à leur état de santé et coordonnera leur accès aux soins de deuxième niveau. Donc, là, on a mis le médecin de famille au centre, donc pour coordonner les soins de l'assuré social, et pour assurer une certaine fidélisation. Alors, ce médecin de famille, il va assurer les soins primaires nécessaires, mais en cas de soins spécialisés, il coordonnera l'accès au deuxième niveau, donc pour assurer un meilleur suivi de l'état de santé des malades, optimiser la prise en charge multidisciplinaire et éviter la redondance des soins. Donc, le médecin de famille est un maillon important dans cette coordination multidisciplinaire. La maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie, le ticket modérateur et le plafonnement des frais de soins prévient l'effet de surconsommation générée par la gratuité des soins et la prise en charge illimitée, avec ce qu'on vit de nos jours, c'est
C'est des données qui doivent être vraiment révisées. Mais il y a un risque d'obstacle à l'accès aux soins. Donc, pour certaines maladies chroniques ou graves et certains soins lourds et coûteux, on a fait une exonération du ticket modérateur, on ne paie plus, et un déplafonnement donc, pour ces maladies et ces soins lourds et coûteux, tels que pour le diabète, pour des maladies en principe, des maladies graves, telles que pour certains cancers, pour le diabète. Donc, on a fait une exonération donc, du ticket modérateur, donc un déplafonnement pour ces catégories de maladies et de services de santé. La maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie, donc l'avance des frais de soins pour les bénéficiaires qui n'adhèrent pas au parcours coordonné des soins sans médecin de famille. Donc ici, c'est un choix qu'on fait. Donc, on va payer, puis on sera remboursé en partie. Donc, un système de remboursement de soins, prise de connaissance du coût des soins par l'assuré. Donc, cela sensibilise la personne, l'assuré, sur le coût des soins qu'il est en train de consommer, et permet un meilleur contrôle des dépenses d'assurance maladie pour les gens qui ne choisissent pas la formule médecin de famille. La maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie, donc panier des médicaments qui sont couverts avec exclusion des médicaments dits de confort, tels que certains médicaments pour des traitements esthétiques ou bien une chirurgie esthétique ou tout autre. Taux de prise en charge modulé selon la catégorie. Procédure d'accord préalable pour les médicaments coûteux. Et prix de référence sur la base du générique. On évalue le prix du médicament sur la base d'un médicament générique. La maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie, donc prescription des médicaments, encourager la prescription et la consommation des génériques, formation et information objective des prescripteurs, donc dans ce sens, mise en place d'organes d'évaluation et de suivi de la consommation des médicaments, élaboration des protocoles thérapeutiques et des références médicales liées à la prescription médicale, doter les praticiens de référentiels de base médecine et de consensus élaborés par le ministère de la Santé publique. Base médecine, c'est un phénomène, c'est un mode de recherche donc bibliographique poussé qui assure la recherche dans plusieurs articles concernant les médicaments et leur utilisation. Si on parle de CNAM, on parle de la loi 2004 qu'il a créée. Couverture maladie obligatoire unifiée, basée sur la solidarité et l'égalité des droits dans le cadre d'un système sanitaire complémentaire entre secteur public et secteur privé. Les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré social,
conjoint, enfant, ascendant, fille non mariée sans limite d'âge. Le régime de base obligatoire, c'est la CNAM. Les régimes complémentaires confiés aux compagnies d'assurance et aux mutuelles. Prestations qui ne rentrent pas dans le régime de base, c'est-à-dire que ces compagnies ou ces compagnies d'assurance et mutuelles vont prendre en charge les prestations qui ne rentrent pas dans le régime de base, ou la partie des dépenses non prises en charge par le régime de base obligatoire. La création de la CNAM, il est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière nommé CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. Est créé aussi le Conseil national d'assurance maladie chargé du suivi et de l'évaluation du fonctionnement du régime d'assurance maladie et propose des orientations et les mécanismes à même de garantir son équilibre financier. Le financement du régime, c'est une cotisation avec un taux pour le régime de base de 6,75% du salaire ou du revenu pour les actifs. Ce taux est réparti entre le salarié et son employeur. L'assuré social travaillant pour son propre compte supporte la totalité du taux de cotisation. Le taux de cotisation supporté par le bénéficiaire d'une pension est fixé à 4%. Le contrôle médical confié à des médecins dentistes, des pharmaciens conseils auprès de la caisse. Le conventionnement, les relations de la CNAM avec les fournisseurs de soins sont régies par des conventions. Donc, ces derniers jours, on a bien vu que ces conventions ont trouvé certains problèmes. On est arrivé même à rompre la convention, surtout avec les pharmaciens de ville et avec même les médecins, les médecins privés. Le contenu du régime de base, donc, il garantit la prise en charge des prestations des soins prodigués dans les secteurs publics et privés nécessaires pour la sauvegarde de la santé des personnes, à l'exception de certains soins à caractère esthétique ou de confort. La prise en charge de certains soins doit être accordée préalablement. La liberté de choix de l'accès aux soins, dans le secteur public ou le secteur privé. La liberté de choix du mode de prise en charge, 3 modes de couverture de soins, la filière publique, le système de remboursement et la filière privée. Le non-choix d'une filière, on va les voir après ces 3 filières, le non-choix d'une filière est l'équivalent d'un choix de la filière publique et le choix pour l'année civile en cours est renouvelable tacitement, révisable sur simple demande avant le 30 septembre de chaque année. Donc, pour changer de régime, il faut le faire avant le 30 septembre de chaque année. L'accès aux soins, donc en termes d'accès aux soins, on va pas la dire, donc pour les maladies chroniques, la PCI bénéficie d'une prise en charge intégrale hors plafond, telle que pour les diabétiques. Les maladies ordinaires sont prises en charge suivant des taux et dans la limite d'un plafond de soins familial. C'est un objet d'arrêté. L'hospitalisation, accès à toutes les hospitalisations dans le secteur public sur présentation de la carte de soins. Alors, paiement d'un ticket modérateur, tarif réduit fixé par le ministère de la Santé publique. Accès à l'hospitalisation dans le secteur privé limité à une liste, objet d'arrêté aussi. Paiement d'une participation, la prise en charge des hospitalisations dans les structures privées et dans la limite d'un forfait conventionnel
médecins cliniques, avec les médecins et avec les cliniques, fixés par les conventions sectorielles. Pour les soins ambulatoires, pour la filière publique, accès à tous les soins ambulatoires dans le secteur public, donc tiers payant, plafonnement du ticket modérateur. Donc le ticket modérateur, la partie que va payer donc l'assuré, a un plafond. Le système de remboursement, accès à tous les soins ambulatoires. Lorsqu'on est dans un système de remboursement, dans un régime de remboursement, accès à tous les soins ambulatoires dans les secteurs publics et privés, avance de frais, plafonnement des soins ambulatoires des maladies ordinaires. Pour la filière privée, inscription auprès d'un médecin de famille, donc pour le régime privé, inscription auprès d'un médecin de famille, un parcours coordonné des soins, donc on l'a déjà dit, accès à tous les soins ambulatoires dans le secteur privé en tiers payant, et plafonnement des soins ambulatoires des maladies ordinaires. Alors, les prestations communes, quelle que soit l'option choisie, il existe des prestations communes à toutes les filières. Accès à toutes les hospitalisations dans le secteur public. Donc le secteur public, il est accessible à toutes donc les hospitalisations dans le secteur public. Donc elles sont accessibles pour tous. Accès aux hospitalisations dans le secteur privé dans les structures conventionnées avec la CNAM. Et accès à toutes les prestations spécifiques telles que la dialyse, la lithotripsie, l'appareillage, le scanner et l'IRM. Spécificité de chaque option dans les différentes filières. La filière publique, accès au secteur public, polyclinique CNSS, hôpital militaire. Ticket modérateur, tarif AMG2. Mode du tiers payant, exonération du ticket modérateur, si APCI, donc il n'a rien à payer, ou somme annuelle telle que le ticket modérateur dépasse 1,5 salaire ou pension. Donc si le ticket modérateur dépasse 1,5 le salaire ou la pension, donc exonération du TM dans ce cas. TM, c'est-à-dire du ticket modérateur. La filière privée, fidélisation de l'assuré auprès d'un médecin de famille qui accepte cette mission. Tiers payant, paiement direct par la CNAM. Donc, tu n'as qu'à payer la partie, le ticket modérateur qui te concerne, et l'autre, il est donc payé par la CNAM. Couverture de tous les soins ambulatoires dispensés ou prescrits dans le respect du parcours coordonné, exception gynéco-pédiatrie, ophtalmo-dentaire et APCI. Donc pour cela, pour ces derniers, on peut accéder directement sans passer par le médecin de famille. Sinon, la couverture de tous les soins ambulatoires dispensés ou prescrits dans le respect du parcours coordonné, c'est-à-dire doivent être validés par le médecin de famille, sauf pour la gynéco, la pédiatrie, l'ophtalmo, la médecine dentaire et la PCI. Ticket modérateur, sauf s'il y a APCI, et plafond pour soins ambulatoires, sauf s'il y a APCI ou hospitalisation. Le système de remboursement, accès à tous les soins ambulatoires privés ou publics, avance des frais, ticket modérateur sauf APCI, plafond pour soins ambulatoires, pas de plafond pour APCI hospitalisation, les dépôts
des bulletins de soins. Le dépôt des bulletins de soins doit être fait dans un délai ne dépassant pas les 60 jours. Je vous remercie. Et le reste donc des cours d'initiation à la médecine communautaire, c'est-à-dire la partie statistique, sera assuré par le docteur Houda Ben Ayed en présentiel et vous serez informé de cela donc prochainement. Merci de votre attention.